Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler du métavers et les Français qui ne connaissent pas le métavers. Et oui, il y en a. Il y a bien sûr plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comment ça va chez vous? Est-ce que tout va bien? Les caméras marchent, impeccable. Comment ça va? Salut Artelis, salut Najo, salut Soigny, salut Olek, salut Dawa, salut Chourmo, salut Poppy, salut Régie Lewis, salut Jess, salut Pierriche, salut Nico, salut Tigerifique. Est-ce que vous avez passé un bon week-end tous? Salut Frulco, salut Ougs, salut Collector Mix, salut Peul, salut Flonflon, salut Dawa, salut Jade, salut Copperfield93, salut Grolf DB, salut Japaseb. Merci beaucoup Alcan6 pour ton 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci également à Beats42 Music, je ne sais pas s'il est là mais il a renouvelé son Prime 22e mois d'abonnement il y a 15 heures. Alors qu'il ne se passait rien ce week-end sur la chaîne parce que j'ai pas pu streamer ce week-end. Eh ben, vous avez l'air d'avoir passé un bon week-end. Écoutez, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Bonjour à Coyotis, c'est sa première fois sur le chat également. Allez, on se rassemble un petit peu, là il est 9h. Est-ce que l'autre moitié des Français voudraient ne jamais avoir connu le métavers? Très bonne question, Even Vibe, un peu en avance. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire. Tes fils ont la gastro, c'est nickel. Bon courage, Manon. T'es pas dans la merde. Il est 9h à Paris. Il est 8h. Je suis en décalage horaire. Voilà. Ok, un gros fail. On commence tout de suite. On va regarder le sommaire de ce matin. Et ben voilà, il n'y aura rien ce matin, il y aura du Elgato, voilà. Premier article de 01net. Désolé Mark Zuckerberg, la moitié des Français ne connaissent pas le métavers. Et on s'en cogne, j'ai envie de rajouter, hein, on verra justement dans cet article. Deuxième article de Big Geek, qu'attendre du prochain événement Samsung Galaxy Unpacked qui aura lieu mercredi, si je ne me trompe pas. Donc les dernières rumeurs Samsung et les dernières fuites. Article suivant, ça sera Clubic, coup de tonnerre dans la tech. Le Japon et les Pays-Bas adoptent les restrictions américaines sur les composants chinois. Nous parlerons également, et c'est un article de Big Geek, de l'Apple Watch qui s'invite dans les compétitions des surfeurs professionnels. Effectivement, l'Apple Watch devient la montre officielle des surfeurs. On se demandera pourquoi. Nous parlerons également, et c'est un article de The Conversation, sur la chasse au gaspillage dans le cloud et les data centers. C'est un petit peu technique, mais un petit peu intéressant. Nous parlerons, et ça sera le dernier article de DxOMark qui prouve que l'USB-C n'est pas si synonyme de chargeur universel. Ils ont effectivement fait un banc d'essai de chargeurs de plusieurs marques et on voit que ça va être un beau bazar. Nous terminerons avec une tartine sur un sujet récurrent nous est proposé par les numériques aujourd'hui. Faut-il interdire les smartphones pendant les concerts? Mais à mon époque, c'était mieux, machin, etc. Je prendrai aussi la défense des smartphones pendant les concerts. Article assez intéressant et débat très intéressant avec vous. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa.
Le Kawa est lancé, on en profite pour remercier Sylvain Ito, 30e mois d'abonnement, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous deux, Alkan et Sylvain Ito, pour tout seul essayer de lancer le train de la hype en ce lundi matin où les gens ne sont manifestement pas réveillés. Hein. Le train de la hype, là, il est en... c'est demain la grève. Attention. Demain, c'est la grève, mais demain, c'est Marion qui fait le mug. Vous n'allez pas me faire une grève du train de la hype demain, hein. Attention. Attention, hein. Je suis pas le gouvernement, moi. Moi, je vais pas plier, moi, monsieur. Aïe, 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 aïe. Noiseto, ce genre de questions, pose-les-moi à la fin de l'émission. Si on a le temps, je répondrai. Demain la grève, aujourd'hui les retards. Ça commence bien, hein. Vive la France, hein. Vive la France, j'ai envie de dire. Allez, on commence tout de suite avec le premier article. Et justement, on va parler de la France et des Français. Désolé Mark Zuckerberg, la moitié des Français ne connaissent pas le métavers. Et s'en porte-t-il plus mal? C'est un peu les questions qu'on se posera. Le métavers peine à prendre son envol. Les ventes de casques de réalité virtuelle en berne de 12% sur un an. Le faible nombre d'utilisateurs de Horizon World le montre. Malgré l'enthousiasme de certains titans de la Silicon Valley, le grand public n'est pas encore vraiment intéressé au monde accessible en réalité virtuelle ou augmentée. D'après une étude réalisée par le cabinet Sensuswide pour ProductSup, la plupart des consommateurs ne sont pas enthousiastes à l'idée de se rendre dans le métavers. Les plus jeunes ne seraient également pas convaincus par le concept. On pourrait se dire, ouais, les vieux, ça les intéresse pas, les jeunes, oui. Non, même les jeunes, ça les intéresse pas. La moitié des jeunes de 16 ans, y compris des gamers, ne sont pas du tout attirés par les casques de réalité virtuelle. En France, spécifiquement, selon une étude de GetApp, un éditeur de logiciels basé à Barcelone, une grande partie des Français ne connaît pas le métavers. Ainsi, 19% des 1110 personnes interrogées affirment n'avoir jamais entendu parler du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme sans en comprendre le sens. Enfin, 19% des sondés connaissaient le concept de métavers, mais pas le nom. Seuls 32% des individus expliquent savoir exactement ce qu'évoque le métavers. Bref, la tendance et le concept sont loin d'avoir fait leur chemin dans l'Hexagone. Toutes les catégories d'âge affichent un intérêt plutôt limité pour les mondes numériques dans des proportions différentes. D'après l'étude, 58% des sondés de la génération Y, la génération Y est née entre 1978 et 1995, ainsi que 51% de ceux de la génération Z, ceux qui sont nés après 1996, donc ce qu'on appelle les millennials et la génération Z, assurent être au fait des métavers. Sans surprise, les plus âgés sont moins nombreux à avoir pris connaissance de la tendance. En effet, 58% des baby boomers, donc les boomers, ceux qui sont nés entre 1946 et 1964, et 53% des personnes de la génération X, nées entre 1965 et 1977, donc les boomers et les Xers, ont affirmé ne pas connaître le métavers. Bien que les jeunes générations soient davantage habituées aux nouvelles technologies, elles ne sont finalement qu'une légère majorité à être au fait du métavers. Donc il y a pas une grande disparité entre les 4 générations sur la connaissance, effectivement. Oui, je suis d'accord avec toi, TechniSavoir, c'est pas un énorme échantillon, mais c'est un échantillon. Quand il est bien fait, 1000 personnes, ça peut être un échantillon représentatif. Mais ça veut pas dire, on va pas parler des sondages. Bref, de nombreux Français ont une opinion négative de l'essor des mondes en réalité virtuelle et augmentée. Dans le détail, 8% ont un sentiment très négatif sur le sujet, 15% décrivent leur opinion ou plutôt négative et 29% n'ont pas d'avis sur la question du métavers. Malgré la frilosité des Français, 93% des sondés prédisent un grand avenir
pour le métavers. C'est un peu le paradoxe. Et estime que le concept va continuer à s'étendre. Pour 38% des gens, le métavers va même changer le quotidien dans une certaine mesure. En parallèle, 38% des sondés restants pensent que les mondes numériques n'attireront qu'une portion minime d'utilisateurs. Dans ce contexte, on ne s'étonne pas que 92% des Français ne soient jamais rendus dans le métavers. Donc, 92% en tout cas de l'échantillon n'ont jamais testé le métavers en fait, bien que 53% d'entre eux s'y intéressent. Avant de plonger tête la première dans les univers de réalité virtuelle, 28% des individus qui se disent tentés préfèrent attendre que le concept soit totalement abouti. Notez que 26% des sondés ignorent de quelle manière ils peuvent se connecter à un métavers. Les entreprises du secteur doivent vraisemblablement se montrer plus claires et se faire un peu plus de pédagogie. Pour 25% des curieux, le prix de l'équipement est un frein. Afin de profiter des possibilités des métavers, il est en effet nécessaire d'investir dans un casque de réalité virtuelle. Certaines plateformes comme celle de Meta ont même réservé aux détenteurs d'un casque VR tel que le Quest. Pour séduire davantage d'internautes, les métavers vont devoir s'affranchir de leurs coûts accessoires. Meta l'a bien compris, cette année, la firme lancera une version de son métavers Horizon World disponible par le biais d'un navigateur sans casque VR. Voilà, en tout cas, et c'est intéressant, moi qui viens de sortir, on vient de sortir sur la chaîne la semaine dernière une vidéo sur ce que Apple pourrait faire avec son casque de VR AR, ou de MR, de Mixed Reality plutôt, et je retrouve un petit peu dans ce sondage les divergences que j'ai eues dans les réactions. Beaucoup d'entre vous, alors c'est vrai que j'ai une approche en fait très tangible, paradoxalement, de l'AR surtout. En quoi l'AR pourrait changer notre quotidien d'une manière assez raisonnable. Le problème, moi je trouve souvent avec le métavers, c'est qu'on nous vend un autre monde qui est pas forcément attirant, qui est même flippant. Avec cette imagerie de gens aveuglés par des visières plongés dans des mondes artificiels. Voilà, on est dans l'imagerie classique des peurs qu'on peut avoir autour des drogues, autour de l'échappatoire total, ne plus avoir pied dans la réalité. Et l'approche que j'ai eue dans la vidéo, c'est au contraire une réalité augmentée, très ancrée dans le réel. Voilà. Et on voit, je le vois d'ailleurs dans les réactions. Les réactions, plus on va dans la VR, plus les réactions sont exacerbées. Il y a une peur d'effectivement ces mondes artificiels et une peur légitime. Hein. Je suis pas en train de me dire oh là là, les boomers, ils ont peur des VR. Il y a une peur légitime. Si dans votre vie vous avez déjà eu des addictions numériques, World of Warcraft, les réseaux sociaux, TikTok, etc., vous savez, alors qu'on n'est pas complètement immergé dedans, vous savez à quel point il est capable de perdre toute notion du temps, de l'espace, de son environnement, que ça pose effectivement des problèmes sociaux, etc. La science-fiction a beaucoup mis ça en avant aussi. Donc je pense qu'on a raison d'avoir peur de cette dystopie. Néanmoins, c'est ce que je précise dans ma vidéo, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Chaque innovation, on va dire majeure, permettant à l'homme d'augmenter son don d'ubiquité. Ubiquité, c'est-à-dire pouvoir être présent partout. Que ça soit le téléphone, je pense même les signaux de fumée à une époque. Je suis sûr que quand on a inventé les signaux de fumée, il y avait un petit groupe qui disait « Ah non, mais attends. Avant, on était obligé d'aller voir la tribu d'à côté pour communiquer avec eux. Il y avait des vrais liens sociaux. Il y avait du vrai, on mangeait du saucisson ensemble. On faisait des apéros. Maintenant, tu es capable d'envoyer un message à plusieurs kilomètres de distance avec tes trucs de fumée, là. Mec, ça va plus. Le monde court à sa perte. Hein, on va perdre toutes les valeurs humaines. Je suis certain qu'il y en avait qui disaient ça. Tout ce qui, quelque part, nous permet d'être d'une certaine façon présent à un endroit où physiquement on n'est pas présent, déclenche des peurs légitimes. Hein, légitimes.
Mais comme toute innovation, c'est un couteau à double tranchant, et les casques VR, AR seront des couteaux à double tranchant. Oui, il y aura des gens qui vont se perdre complètement là-dedans. L'homme de Néandertal en train de se faire un apéro quotidien. Je pense que l'apéro a été une des premières inventions humaines. J'en suis même persuadé. Genre, on a inventé le feu et juste après, on a inventé l'apéro. Non, on a inventé le feu, le barbecue et l'apéro. On a mis un petit peu plus de temps pour le pastis, mais bon, on avait d'autres trucs à boire. De toute façon, ça est de ce que j'en connais, l'alcool a été un des premiers trucs inventés aussi. Je pense qu'on a laissé fermenter un truc qu'on a oublié au fond d'une grotte. Il y a un mec qui a fait bon, je vais le boire quand même. Il y avait peut-être eu, tu vois, genre un challenge. Vas-y, t'es pas capable de boire le vieux truc qui traîne depuis 6 mois là-bas au fond de la grotte. Il y en a un qui l'a bu. Il est ressorti bourré. Tout le monde s'est mis à boire ça. C'était mieux à l'époque des signaux de fumée quand même. Donc, ouais, non, j'ai aucun doute. Bref, tout ça pour dire, et pour être clair, les peurs sont légitimes. Les peurs n'ont jamais empêché les produits de sortir quand même. Alors, ça sera peut-être un flop. Il y en a beaucoup qui disent que ça va être un flop comme la 3D des télés. Peut-être. Je suis ouvert à cette éventualité. Ça va peut-être complètement flopper. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'il faut vous rendre compte quand même que la VR, on trifouille avec... Moi, j'étais à Imagina dans les années 90, juste après les signaux de fumée. À Monaco, là, à Imagina, le salon Imagina, j'ai testé mon premier casque de VR à ce moment-là. Bon, à l'époque, c'était un truc énorme. Et les graphismes étaient dégueulasses, mais on s'y voyait déjà. Et moi, j'étais à fond. Donc, on est là plus de 30 ans, 35 ans après. Ça a évolué, mais pas tant que ça. Et en tout cas, c'est pas encore devenu mainstream. C'est pas devenu mainstream. Après, vous pensez à une niche vu les prix. Les smartphones étaient une niche avant l'iPhone aussi. Ils existaient avant l'iPhone, mais c'était niche. Donc, parfois, des innovations restent niche pendant un bon nombre d'années. Je suis pas nota bene, mais je pense par exemple à la voiture. À l'invention de la voiture, très peu de gens en avaient. C'est resté niche pendant un bon bout de temps, avant que ça devienne mainstream, avec la Ford T, etc., quoi. Donc, ce sondage est intéressant parce qu'on peut se demander, est-ce que ça va rester un truc de gamers de l'extrême, un truc niche de gens qui seront capables de mettre 3 000 € dans un casque ? Est-ce que ça va se démocratiser ? Est-ce qu'on va commencer à avoir des casques à 200, 300 € avec des bonnes performances ? LSG Snake, il y a plusieurs hypothèses sur les 3 000 € du casque Apple. L'hypothèse commune, c'est que la première version à 3 000 € serait surtout réservée aux développeurs pour qu'ils développent. Elle est pas, et même que Apple prévoit de la produire en un très faible nombre d'unités. Ça sera plus un proof of concept qu'un produit grand public. L'idée d'Apple, c'est ensuite de tomber sur un casque à 1 000 € et puis après un casque light à 500 € au bout d'un moment. Donc en fait, faut pas raisonner comme ça. En plus, j'ai fait la démonstration dans la vidéo. Aujourd'hui, si tu veux par exemple un Mac avec un grand écran, ça va te coûter 3 000 €. Si Apple arrive à trouver une solution déjà pour remplacer le grand écran, à mon avis, même ça sera le stade 1. Ils vont juste nous proposer, t'as un Mac, mais t'as pas envie d'acheter un grand écran, prends ma visière et tu vas pouvoir afficher ton image comme un grand écran tout en continuant à travailler avec ton Mac. Ça sera probablement le premier truc. Deuxième truc, peut-être que Apple va se lancer dans le cloud computing et pour 3 000 €, tu auras la puissance d'un ordinateur streamé, dans ton cas, avec un grand écran. Ça n'intéressera pas tout le monde. Plein de gens préféreront les choses physiques, des ordinateurs qu'on peut tenir dans la main. Mais, et moi je le dis, moi le premier, je serais très intéressé de remplacer mon matos à 3 000 € par un casque à 3 000 €.
Donc, moi d'ailleurs, c'est mon hypothèse que c'est le chemin que va prendre Apple, parce que ça permet une justification de l'achat. Alors bien sûr, ça permettra pas de faire que ça, mais si ça permet déjà de faire ça, bien sûr, tout le monde n'a pas cette utilité, mais tout le monde n'a pas cette utilité. Tu vois ? En fait, le problème avec les techs, et je m'arrêterai là parce qu'on pourrait en parler des heures, le problème avec les techs, c'est que souvent, vous considérez les techs comme quelque chose d'absolutiste et qu'une tech va tout remplacer. Non. C'est pas parce qu'on a inventé les ordinateurs qu'on n'écrit plus du tout à la main. On écrit encore à la main, de temps en temps. C'est pas parce que les iPads sont sortis que tout le monde a pris un iPad pour remplacer son ordinateur. Un certain nombre de gens ont trouvé que l'iPad était plus pratique que l'ordinateur. D'autres préfèrent les ordinateurs. Ce que je veux dire, c'est que les technologies ne sont pas... Elles créent des marchés. Parfois, ces marchés, il y a un overlap d'un certain nombre de personnes, mais ça ne remplace pas forcément. Et ça sera pareil. Certaines personnes, par exemple moi, je trouverais tout à fait l'intérêt d'avoir un casque qui me permet d'avoir mon ordi, mon grand écran et de faire des choses parce que c'est plus petit à transporter et je peux m'installer n'importe où avec mon confort de bureau. Ça c'est moi. Mais d'autres personnes qui ont un bureau physique bien stable et qui veulent leur gros ordinateur, leur gros écran physique, bah ils succomberont pas, ils n'auront pas besoin du casque quoi en fait. Une tech peut difficilement couvrir tous les usages. Tout à fait. Il y a des variétés de tech en fait. Mince, c'est pro Apple. Non, mais on n'est pas anti-Apple non plus, Kawak. On n'est ni pro ni anti-Apple. Apple est une marque tech comme les autres. Selon le poids, tu vas finir avec un coup de taureau. Ouais, non, alors les visières, même, elles sont encore massives, mais c'est vachement léger. Hein. Moi, j'ai la Quest 2. Le plus longtemps que je l'ai portée, c'est peut-être 3 heures. Non-stop. J'ai eu aucune fatigue au niveau... j'ai eu d'autres fatigues, plus le pourtour qui commençait à piquer un petit peu, mais j'ai pas eu la fatigue du poids du casque en fait. Donc voilà, mais je vais vous dire une chose, moi si je passe plus de 3 heures devant mon ordinateur sans faire une pause, j'ai des problèmes aussi, hein. Donc les gens qui disent oh là là, on porterait jamais, ça va faire mal aux yeux, ça va chauffer la tête, ça va serrer, ça. Ouais, mais sur un ordinateur, moi j'ai mal à la nuque. Si je joue trop longtemps, j'ai des problèmes de canaux carpiens. N'importe quelle activité humaine, si tu l'as fait pendant plus de 2-3 heures, faut bouger quoi. Faut pas non plus. Et pour l'instant, enfin, j'ai pas d'études précises, mais j'ai pas vu d'ophtalmo dire que c'était particulièrement plus dangereux d'avoir des petits écrans affichés là ou des grands écrans affichés là. J'en sais rien. Peut-être qu'une étude d'ophtalmo va dire « Ouh là là, c'est très dangereux, ces casques VR ». Mais pour l'instant, dans les réticences des gens, je vois aussi beaucoup de fantasmes. « Ouh là, c'est trop proche de mon cerveau, ça va me griller le cerveau. Ouh là, je porterai jamais ce genre de truc. » D'abord, personne ne vous y oblige. Mais c'est typique des craintes qu'on a de quelque chose qu'on connaît pas aussi, hein. C'est normal hein, d'avoir ce genre de peur quand on ne connaît pas quelque chose. Et surtout, si vous avez jamais eu chez vous de casque de VR, que vous avez jamais testé, et je parle pas d'un test qu'on fait chez un pote où on met le truc, on se fait peur, machin, mais d'avoir testé au quotidien, on se rend pas bien compte. Par contre, ce qu'on se rend compte, et je terminerai vraiment là-dessus, parce que là je passe trop de temps sur l'article, c'est que moi, le Quest 2... Je l'ai pas mal utilisé au début parce qu'il y a la curiosité, mais là, il traîne de plus en plus sur mon bureau. J'y vois pas vraiment d'utilité, hein. Donc là, on est quand même dans un gros problème sur la VR, sur le métavers. Je parle pas de la R.
Parce que pour moi, le Quest 2 n'est pas capable de faire de l'AR. L'affichage est trop mauvais, on voit le monde en noir et blanc. On peut pas surimprimer quelque chose sur... Donc, le Quest 2 est un casque de VR pur pour moi. Bah, j'ai peu de raisons finalement de le mettre. Hein. Allez voir ma vidéo, là, tous ceux qui posent des questions. Le travail à distance favorisé par le casque VR. Dans ma vidéo que j'ai fait sur le casque VR d'Apple, ce que ça pourrait être, je réponds en fait pas mal à ce genre de choses, quoi. C'est pas la peur, c'est avoir un esprit critique. Pour moi, c'est la même chose. Mais la peur, c'est salutaire. Hein. Se méfier, c'est une bonne chose. Après, être parano, c'est une mauvaise chose, mais se méfier, c'est une bonne chose. Et se méfier, c'est se poser des questions. C'est avoir un esprit critique, et c'est bien, mais ça reste de la peur. Apple a la force de démocratiser les choses, on verra. Ouais, on verra bien, effectivement. Effectivement. Allez, on passe à l'article suivant. Je vais aller vite, parce que mercredi, vous en saurez beaucoup plus. Je dis ça, j'ai rien dit. Voilà. Qu'attendre du prochain événement Samsung Galaxy Unpacked? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Les rumeurs se confirment, les fuites aussi. A priori, Samsung pourrait présenter un nouveau Galaxy S. Probablement, vu que l'année dernière c'était le S22, on peut en déduire que ça serait le S23. Vu que l'année dernière il y avait un S22 Ultra, il y aura probablement un S23 Ultra, mais on n'est que dans les probabilités. Qu'est-ce qui pourrait changer dessus? Alors, on a pas mal parlé, et ça c'est un peu la faute de Samsung, que le capteur principal de cet Ultra pourrait faire 200 mégapixels, vu que Samsung avait présenté l'ISOCELL HP2, qui promet des photos extrêmement détaillées, des vidéos 8K à 30 images. 30 images par jour. Oh la belle faute Big Geek. Les vidéos 8K à 30 images par jour. Eh ben, ça va être long, hein, le film, hein, à 30 images par jour. Il va être super long, le film, hein. 30 images par jour. C'est énorme. C'est GPT qui s'est planté, ouais. Avec des capacités en faible luminosité des plus solides. Le capteur frontal pourrait aussi lui aussi changer, 12 mégapixels. Une des rumeurs peut-être les plus fortes et les plus intéressantes, c'est que vous connaissez le problème des Galaxies. Les Galaxies en Europe avaient des processeurs Exynos. Dans le reste du monde, des processeurs Qualcomm, Snapdragon. A priori, en tout cas c'est la rumeur, Samsung pourrait se débarrasser des Exynos cette année et ça serait Qualcomm pour tout le monde. On verra, mais ça serait une bonne nouvelle parce que de plus en plus, on avait des problèmes quand même de benchmark quoi, entre les Exynos et les Qualcomm qui affichaient quand même pas du tout les mêmes performances, même en photo quoi. C'était assez fou. Donc ça pourrait être pas mal. A priori, Samsung annoncerait aussi des Galaxy Book 3 Ultra. L'année dernière, ils ont présenté les Galaxy Book 2. Est-ce qu'il y aura une version Ultra, peut-être un peu plus faite pour le jeu vidéo? Serait à voir. Les Galaxy Book sont des bons ordinateurs hein, quand même. C'est un peu la réponse de Samsung au MacBook, hein. Les Galaxy Book, essayer d'avoir un petit peu l'excellence de Samsung dans un ordinateur aussi. Très probablement que tout ça, et ça c'est une tendance forte, j'avais même fait une vidéo dessus, je crois il y a 2 ans, Samsung, alors on peut dire, oh, ils imitent Apple. Non, ils imitent pas Apple. Eux aussi sont en train de construire un écosystème où tout fonctionnera ensemble, l'écosystème Galaxy, hein, le Galaxy System, où effectivement tu pourras prendre des Galaxy Buds. Si tu allumes ton Galaxy Book, le son sortira dans tes Galaxy Buds. Tu pourras partager l'écran hyper facilement. Tu pourras faire un équivalent du AirDrop
entre les fichiers, tout ça, ça fait maintenant 2-3 ans que Samsung construit ça sérieusement, ça commence à être vachement au point. Galaxy Quest, ouais, tout à fait. Donc, oui, d'une certaine façon, Samsung fait ce que Apple a fait avec son écosystème, mais ils font bien de le faire. Vous savez, il y a souvent un reproche qui vient dans la bouche des commentateurs YouTube. Intel a imité, a plagiat d'Apple, Apple, mais ça se faisait déjà chez Android depuis machin. En fait, on s'en tape, et surtout, eux, ils s'en tapent. S'il y a une fonction qui est bien, bah, faut la faire, point. L'innovation ne consiste... Ça, c'est une erreur très commune. L'innovation ne consiste pas à toujours faire quelque chose de différent des autres. C'est pas ça l'innovation. Et ça peut te mener en plus à des trucs qui servent à rien. Le plus important, et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut parler de bonne et de mauvaise innovation. Pour moi, une bonne innovation, c'est quand une nouvelle utilité ou une utilité est rendue encore plus utile, plus facile à utiliser. La mauvaise innovation, c'est l'innovation pour l'innovation. Ah là là, je t'ai mis 200 mégapixels. Bah pourquoi faire? Ah, j'en sais rien, je t'ai mis 200 mégapixels. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de tes 200 mégapixels? Je vais prendre une photo de ma gamine, là. En quoi tu vas m'aider à prendre une photo de ma gamine? Voilà. Le bon chasseur. La galaxie saucisse. Tout à fait. Samsung n'apprend rien de ses erreurs, c'est consternant. Oh, ça va. Et souvent, hein, j'entends dans les commentaires, ouais, mais ils ont rien inventé. Parfois, faut pas réinventer la roue, hein, les mecs. Hein. La roue, ça marche très bien. Par contre, on peut perfectionner la roue. Hein. Voilà. Non, mais c'est Tactitone. Après, arrêtez de faire des fixettes sur Apple dans un sens comme dans l'autre. Apple n'est pas une religion, mais Apple n'est pas non plus l'antéchrist. Apple a eu complètement raison de développer son écosystème. Ça répondait à la demande d'un certain public, ce que certains vont appeler les moujons. Ok, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il en a résulté d'excellentes ventes pour Apple parce que des gens veulent un écosystème hyper cohérent où tout fonctionne ensemble de manière facile. Et ça marche. Donc en ça, Apple a eu raison de le faire. Alors, peut-être que ça convient pas à toi ou à vous, parce que vous aimez pas les écosystèmes trop fermés. Très bien, mais ça convient à vachement de monde. Et donc Samsung se dit, bah nous, on veut la même chose, quoi. C'est tout, en fait. Désolé, hein, Tactitode, mais ça, c'est le jeu du chat. Hein. Vous balancez des trucs, moi, je vous chope, je vous pioche des phrases. Parfois, c'est complètement out of context. Hein. Si vous croyez que je vais aller relire l'historique de vos chats avant de vous piocher... moi, je suis comme un mec sur scène. Hein. Ceux qui sont au premier rang, ils montent sur scène, hein, sans l'avoir demandé. Hein. Donc, réfléchissez-y avant d'écrire quelque chose. Là, il y en a 2-3 qui font « Oula !» Bon, bah, je vais fermer ma gueule dans le chat. Voilà. Oui, je suis d'accord. Apple, c'est beaucoup plus simple pour eux de le faire et ils gèrent tout leur software et tout leur hardware. C'est moins simple pour Samsung. Voilà. Plus qu'il nous engueule pour le train de la hype. Attendez, j'ai pas encore... Quoi, il a pas encore démarré le train de la hype? C'est quoi ce bordel? Merci Fougère 40 pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Camembert pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Pepsinou pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Sylvain Ethio, que j'ai déjà remercié pour son 30e mois d'abonnement. C'est la fin du mois, on est pauvre. Mais je veux rien savoir. Vous
Ça, c'est des raisons, c'est pas des excuses. Hein, qu'est-ce que vous avez acheté d'inutile ce mois-ci? On prévoit des perturbations sur le train de la hype, un train sur 3 en moyenne en fin de mois. Ouais, c'est un peu ça. Moi aussi, je suis pauvre en fin de mois, les gars. Un McDo, bah voilà. Bah voilà. T'as préféré acheter un McDo que de contribuer au train de la hype. Eh ben, je vous félicite pas, monsieur. C'est de l'humour, hein. Je suis en train de faire du 10e degré. Hein, que certains me clippent pas en disant ah bah super, la mendicité des influenceurs, ils sont déjà milliardaires. Ouais, ça se voit, je suis milliardaire. Ouais. Et en plus ils demandent de l'argent de manière éhontée en se moquant des pauvres. Et voilà, et hop, t'es clippé, t'es foutu. T'as acheté des produits Apple. Bah écoute, achète-les sur Amazon avec nos liens d'affiliation, ça sera déjà mieux. Vous croyez que j'avais fini de vous engueuler? Pas du tout. Oui, si vous achetez avec des liens d'affiliation, ça me calme, en fait. Voilà. Exactement, je fais du passif-agressif. En fait, non, je suis même pas du tout passif. Je fais de l'agressif, moi. Maintenant, les demandes de Prime, c'est de l'agressivité. Nourrissez la bête pour pas qu'elle nous morde. Exactement. Article suivant, coup de tonnerre dans la tech. Le Japon et les Pays-Bas adoptent les restrictions américaines sur les composants chinois. Merci Orantino pour ton 21e mois d'abonnement. Merci à toi. On se fait aussi braquer sur Twitch, le métavers existe bien, exactement. Allez, coup de tonnerre dans la tech. Qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, les États-Unis mènent depuis plusieurs mois d'intenses tractations diplomatiques au niveau international pour imposer des restrictions efficaces à la Chine dans le domaine des semi-conducteurs. Après avoir fermé à son rival l'accès des puces de dernière génération produites par ces entreprises, l'administration Biden veut reproduire le schéma avec le Japon et les Pays-Bas. Attendez avant de réagir, avant de faire méchant américain ou méchant chinois, j'ai une chose importante à vous dire à la fin de cet article. Donc attendez, ne lâchez pas vos chiens tout de suite. En effet, les deux nations sont des alliés indispensables pour la... Putain, j'arrive pas à lire quand c'est en blanc sur jaune. Pour la nouvelle guerre froide. Car elles abritent des entreprises telles que ASML pour la Hollande et Nikon Corp ou Tokyo Electron, capables de fournir le matériel nécessaire à la production de semi-conducteurs avancés sans passer par les États-Unis. ASML, par sa voie unique de la technologie de la lithographie extrême ultraviolet, est une entreprise que Washington se doit de rallier à sa politique. Faire entrave à la Chine, et ça c'est effectivement un des patrons néerlandais, je crois qu'il le dit, faire entrave à la Chine dans le développement de ses propres capacités de production de puces électroniques, mais il se pourrait bien qu'ils réussissent qu'à ralentir l'immense machine pilotée par Pékin. Justement, le patron d'ASML, donc Peter Wenick, interrogé sur l'hypothèse d'un tel accord, il explique que l'une des conséquences envisageables serait de pousser encore plus la Chine à avancer dans le secteur, là où elle pouvait auparavant se reposer en partie sur ses exportations. Cela prendra du temps, mais finalement, ils y arriveront, a-t-il ainsi prédit. Les gouvernements alliés pourraient par ailleurs mettre des limites aux restrictions voulues par les États-Unis. Donc les États-Unis peuvent demander à leurs alliés de mettre des restrictions à la Chine, mais les alliés... ils ont le droit, et ils le prennent d'ailleurs, de dire ouais, Maurice, tu pousses un peu loin là. Maurice, c'est les États-Unis. Ok, on veut bien faire comme toi et interdire certains marchés à la Chine et plus leur vendre nos semi-conducteurs ou ce genre de choses. Mais, et là, il donne l'exemple du Japon. Le Japon pourrait dire non à des mesures comme l'interdiction de l'envoi d'ingénieurs aux clients s'équipant de leurs machines.
Le Japon travaille énormément avec la Chine et les échanges d'ingénieurs et l'envoi d'ingénieurs, ça se fait beaucoup. C'est quand même des voisins, tu vois. Donc le Japon va beaucoup suivre la politique américaine, la géopolitique américaine, mais peut-être pas jusqu'à se tirer une balle dans le pied ou à se faire harakiri sur leur propre économie. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, quoi. Oui, attends, je voulais juste dire, Jérôme, l'équipe, merci d'être là parce que j'ai des problèmes de capteur sur ton fauteuil roulant bloqué chez toi. Ce matin pour 3 heures, le temps que le garagiste arrive, j'espère que... Écoute, bon courage à toi, effectivement, Wheelchairator. C'est des problèmes que nous, on n'a pas. Et écoute, on te souhaite beaucoup de courage. Et effectivement, ça doit être bien pénible pour toi. Donc on t'envoie de l'amour. Tout ça pour dire, attendez avant de réagir. Oh là là, les méchants Américains pour qui ils se prennent. Oh, les Chinois qui espionnent et tout ça. Il faut absolument que vous regardiez un truc. C'est une vidéo extrêmement bien faite. Par Johnny Harris. De toute façon, je vous conseille de manière générale de regarder les vidéos de Johnny Harris. Ah, je vous montre qui c'est, Johnny Harris, de Newsroom. C'est toute une équipe qui font vraiment des documentaires sur YouTube qui sont passionnants. Et il a fait une vidéo qui s'appelle USA versus China, The War You Can't See. Donc USA versus la Chine, la guerre que vous ne voyez pas. Et moi, il m'a complètement ouvert les yeux sur ce qui se passe vraiment et qu'on vous cache. En fait, nous, on a une vision parcellaire du problème. Ouais, il a fait une très bonne vidéo sur le pain américain, le pain de mie aussi. Il fait vraiment des documentaires vraiment top. Non, mais en vrai, je sais pas si c'était une blague ou pas, mais il a vraiment fait un documentaire sur pourquoi les Américains ne savent pas faire du pain, et c'était passionnant. Mais là, il a fait une vidéo sur ce qui se passe vraiment entre la Chine et les États-Unis. Et on est souvent là à dire de quel droit les Américains bloquent les puces aux Chinois. C'est dégueulasse, impérialisme américain. Pas oublier d'abord que c'est deux impérialismes, hein, l'impérialisme chinois et l'impérialisme américain. Et c'est pour ça que je vous dis attention, il n'y a pas de camp à prendre. C'est deux impérialismes qui s'affrontent. Et il explique un truc. Vous avez entendu. J'ai rien contre Simon Puech, mais pour moi, d'abord, Johnny Harris, il y a toute une équipe. Non, je le comparerais plutôt à du Hugo Décrypte. Mais c'est quand même différent. Il y a toute une équipe derrière, hein. Il n'est pas tout seul et les documentaires sont hyper bien foutus. Bref, mais j'ai absolument rien de particulier contre Simon Puech. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Bref. En fait, vous avez entendu parler de ces fameux missiles supersoniques que la Russie a brandis, que la Chine a et que les États-Unis n'ont pas. Vous avez déjà entendu parler de ces missiles. C'est un peu le nouvel épouvantail hypersonique, ouais. C'est hypersonique, oui, j'ai dit quoi ? Oui, hypersonique. C'est des missiles qui vont tellement vite et qui vont très très proche du sol, qui sont quasiment indétectables et qu'ils arrivent à contourner tous les systèmes antimissiles. Donc c'est des missiles très performants et les États-Unis ne les ont pas encore, ces missiles-là, et ils n'ont pas les contre-mesures contre ces missiles. Et en fait, quand ces missiles ont commencé à apparaître en Chine, ils sont fabriqués avec des composants américains. Ok ? Les Russes et les Américains l'ont. Et c'est fabriqué avec des composants américains. Donc, essayez de mettre de côté juste une seconde votre anti-américanisme qui est justifié pour tout un tas de choses. Mettez-vous juste à la place d'un pays qui produit une technologie qu'un autre pays va utiliser et mettre dans sa technologie pour produire une arme qui peut te détruire et qui prend de l'avance sur toi, du coup.
Ça pose quand même un problème tactique, militaire, géopolitique. En gros, les missiles russes et les missiles chinois ne sont pas fabriqués avec des technologies russes et chinoises. Donc c'est ça qui a été... Et allez voir cette vidéo, parce qu'il explique très très bien la place de Taïwan dans cette équation. On en avait déjà parlé, hein. Mais en fait, c'est un jeu de billard à 3 bandes. Allez voir cette vidéo. Elle va beaucoup vous éclairer sur ce qui se passe vraiment. Donc, je vous la conseille. Je sais pas si vous avez mis le lien. Merde, je peux pas faire un copier-coller entre mon iPad et le chat. Mais bon, notez USA versus China, The War You Can't See par Johnny Harris. Vraiment, je vous conseille d'aller la voir. Et ça vous nourrira bien l'esprit sur ce qui se passe vraiment entre la Chine et les États-Unis. Et pourquoi éventuellement un conflit pourrait en être, un conflit plus sévère. Et vous verrez que les dépendances ne sont pas celles qu'on croit en fait. Et c'est beaucoup plus complexe qu'on voudrait bien nous le présenter. Et elle est bien cette vidéo parce qu'elle n'est pas non plus anti-chinoise, elle n'est pas non plus anti-américaine. Elle est assez partiale sur les grands équilibres en fait. Donc voilà, je voulais illustrer mon article du jour par une vidéo YouTube. Et je vous conseille vraiment ce créateur. C'est un des mecs que j'apprécie le plus sur YouTube en ce moment. Il y a voilà, quand on dit que YouTube c'est que des conneries et des gens qui se lancent des tartes à la crème et qui se font des proutes dans la gueule parce qu'il y a que ça qui marche, c'est vrai. Mais il y a encore, espérons pendant un certain temps, de la place pour du contenu intelligent et que les gens regardent parce que Johnny Harris fait des millions de vues avec ses documentaires. Donc c'est pas non plus l'obscur mec qui fait son documentaire pour 100 000 personnes et qui s'en contente, qui a un business model défaillant comme nous. Voilà, il arrive quand même à faire du YouTube à succès en faisant des documentaires d'une super qualité, quoi. Voilà. C'est la home YouTube de Flonflon dont tu parles. C'est la home de YouTube, je suis désolé, mais là, on s'aperçoit à quel point YouTube... Allez, j'accélère, parce qu'il est 8h47. L'Apple Watch s'invite dans les compétitions des surfeurs professionnels. Quoi ? Ça n'intéresse que très peu d'entre vous, mais quand même, les surfeurs professionnels pourront bientôt utiliser une Apple Watch en compétition. La World Surf League, la WSL, a choisi la montre connectée d'Apple comme équipement officiel. Donc officiellement, pour les compétitions de la World Surf League, ils utiliseront l'Apple Watch. Avant chaque sortie, les surfeurs du Championship Tour recevront une Apple Watch avec la nouvelle application WSL Surfer préinstallée. Ils peuvent l'utiliser pour suivre les scores, la priorité des vagues et le temps. L'app en elle-même, compatible avec l'Apple Watch série 8 et l'Apple Watch Ultra, se synchronise avec le système de points de la WSL en temps réel. La WSL explique que l'Apple Watch justifie son choix par la durabilité, la connectivité cellulaire et un grand écran très lumineux. Le bruit des vents et des vagues peuvent souvent empêcher d'entendre les annonces pendant les compétitions. Moi, j'en ai déjà vu des compètes de surf. Et c'est vrai que les trucs sont hurlés au porte-voix, parce que les surfeurs sont loin quand même. Et il faut leur faire passer des informations, notamment sur la gestion des vagues prioritaires. Parce que vous avez des respects de priorité et c'est des informations cruciales. C'est ce que dit d'ailleurs un champion de surf. C'est que si tu prends une pénalité de priorité, ça peut te coûter carrément ta manche en fait. Donc en fait, là, l'Apple Watch servira à te donner pour les surfeurs ton score en temps réel et ta priorité de vague.
Et donc, ils ont choisi l'Apple Watch. La WSL n'a pas précisé le modèle, mais on se doute bien que ça sera de l'Apple Watch Ultra. L'Apple Watch Ultra, celle-ci, peut être utilisée par des non-surfeurs. Mais c'est vrai qu'elle a... J'en profite pour faire un petit point. Zéro rayure dans le métal, zéro rayure. Et pourtant, je ne l'ai pas ménagé. Hein. J'ai fait des travaux avec. J'ai gratté un mur même avec un couteau. Et j'ai zéro dégâts pour l'instant sur l'Ultra. On en est à combien? 4-5 mois? Ça fait 4-5 mois que je l'ai. Il n'y a pas beaucoup de compétitions de surf là-bas. La Manche. Non, je parle... Aïe. Donc voilà, vous le saurez, si vous voyez des surfeurs avec des Apple Watch, eh bien, c'est la montre officielle des surfeurs. Et ils ont également expliqué le choix par un GPS qui est très précis. C'est vrai que l'Ultra a un double GPS, résistance à l'eau accrue par rapport aux autres modèles. En tout cas, si vous voulez voir le Championship Tour 2023 de surf, ça démarre ce week-end à Oahu, Hawaï. L'événement est à suivre sur YouTube, sur l'app WSL ou sur le site de l'organisation. Voilà. Et comme par hasard, il y a un documentaire Make or Break qui suit les compétiteurs sur le Championship Tour qui arrivera sur Apple TV+ en février. Est-ce qu'ils n'auraient pas eu une petite ristourne sur les Apple Watch Ultra et en échange, ils auraient filé les droits du documentaire à Apple TV+? Je pose la question. Complot. Non, on va dire que ça s'appelle du business. Mais oui, il y a probablement eu des contacts entre les gens de chez Garmin, les gens de chez Apple et la WSL. Garmin n'ayant peut-être pas un endroit où diffuser un documentaire et n'ayant peut-être pas exactement les performances qu'attendait la WSL et faisant pas une assez belle ristourne sur toutes les Apple Watch Ultra, sur toutes ces montres Ultra, le contrat est passé chez Apple, quoi. Voilà. Jérôme a son excuse, je suis surfeur en Bretagne, d'où la Ultra. Je suis surfeur de galettes en Bretagne. Ouais. C'est un métier difficile. Hein. Ça consiste à goûter toutes les galettes de toute la Bretagne. C'est chaud. C'est chaud. N'ayant pas mis une... Écoute des surfeurs avec un smartphone. Autre qu'iPhone. Tu peux tout à fait utiliser une Apple Watch Ultra sans l'iPhone. En fait, elle sera connectée au système de l'organisation, puisque ça servira aux surfeurs qui font la compétition à regarder leur score, pas à appeler leur mère hein, pendant le... Hé maman, ouais, je prends la vague là. Ah, regarde-moi, ouais. Donc en fait, on s'en fout qu'ils aient un iPhone ou pas. Ils vont pas la garder, hein, la montre après. Hein. T'es seul sur le créneau d'encourage. S'il se limite aux crêperies de Bretagne, c'est jouable. Celle dans le monde entier, ça devient plus compliqué. Ah oui, non, mais il n'y a pas de crêpes en dehors de Bretagne. En dehors de Bretagne, c'est de la pâte dans une poêle. Ça s'appelle pas de la crêpe. Oh, le mec qui se la joue genre. La Normandie. Écoutez, gardez votre cidre, les Normands, hein, et puis après, on reparlera de crêpes. Hein. À Paris, alors il y a des bonnes crêperies à Paris, mais elles sont pas dans la rue des crêpes. Hein, désolé de vous le dire, mais alors les crêperies de Montparnasse, alors peut-être que ça a changé, hein, mais les crêperies de Montparnasse sont vraiment pas les meilleures crêperies. Hein. Ça a peut-être été fondé par des Bretons, mais ils ont vite compris qu'en mettant moins de choses dans la pâte, ils se faisaient une plus grosse marge et que les Parisiens mangeaient n'importe quoi. Hein.
Non, je ne suis pas... Il reste encore 2 articles. Oui, il est 8h53, merci. Ah, toi, t'as réussi à abîmer ton ultra. Non, moi, j'ai vraiment même pas une petite dent sur la partie, sur l'angle. J'ai une micro rayure sur le côté. Mais vraiment, il faut vraiment avoir le nez dessus. Hein. Je suis même obligé d'enlever mes lunettes pour voir la micro rayure. Ah non, c'est un poil. Non, c'est bon, c'est même pas une micro rayure, c'est un poil. C'est un micro poil. C'est léger. Les Bretons convertis, c'est toujours les pires, tout à fait. Pas crêpes, mais galettes. Ah là là, vous voyez, je suis pas un vrai. Hein. Allez, on va continuer. Je vais peut-être garder la chasse au gaspillage dans le cloud et les data centers pour une autre fois. C'est un article assez technique. On va terminer avec cet article-ci. DxOMark, que vous connaissez bien hein, pour leurs tests d'appareils photo et leurs scores qui veulent rien dire. DxOMark prouve que l'USB-C n'est pas synonyme de chargeur universel. Non, je veux pas dire que les scores photo de DxOMark ne veulent rien dire. Ce que j'ai toujours dit sur les scores de DxOMark sur les photos des smartphones, c'est que c'est une donnée pour jauger de la qualité photo d'un smartphone, mais c'est pas une donnée unique. On peut pas dire qu'un smartphone est meilleur juste parce qu'il a un meilleur score sur DxOMark, parce que ça mesure que simplement un certain nombre de choses. Je reviens dans l'article parce que là il s'agit pas de photos. L'ambition des instances européennes est claire, imposer un port de charge universel pour réduire l'impact carbone des ventes d'appareils électroniques de petite taille. Donc on ait le même chargeur pour tous nos appareils électroniques de petite taille, l'USB-C. Un noble but, mais celui-ci pourrait être mis en péril par les fabricants de smartphones. Ces dernières années, le marché des téléphones a vu fleurir diverses normes propriétaires de charge rapide. Supervoc chez Oppo, Hypercharge chez Xiaomi, chacun y va de son petit nom. Si l'idée est bien sûr d'essayer d'offrir le meilleur service de charge à ses clients, le résultat est bien souvent qu'une charge rapide bien précise ne fonctionnera pas aussi bien avec le smartphone d'un concurrent d'en face et vice-versa. Pour s'en persuader, il suffit de se pencher sur le test réalisé par DxOMark. L'entreprise spécialisée dans les tests en labo a mis à l'épreuve les chargeurs des Xiaomi 12 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 et Google Pixel 6. Pour Samsung, Oppo et Xiaomi, le constat est sans appel. Le pic de charge est atteint uniquement avec les smartphones de sa propre marque. En revanche, le chargeur de Google, capable de monter jusqu'à 30 watts, ainsi que le Pixel 6, alors que le Pixel 6 supporte une charge jusqu'à 23 watts environ, parvient bel et bien à délivrer toute sa puissance au Galaxy S23 et à monter à 27 watts sur le Xiaomi 12T Pro. Le plus mauvais élève est Oppo, dont le chargeur Supervoc ne fonctionne juste pas avec ses petits camarades. Il atteint timidement les 10 watts à chaque fois. Alors, c'est pas qu'il fonctionne pas, mais il ne va délivrer que 10 watts. Les autres marques offrent une puissance avoisinante les 20 watts, ce qui n'est pas flamboyant, mais qui permet au moins une charge en moins de 2 heures. À l'inverse, si vous branchez un Xiaomi 12T sur un chargeur d'Oppo Find X5, vous mettrez 3 heures et 33 minutes pour atteindre les 100%. Vous comprenez le problème ? En fait, vous pourrez toujours brancher physiquement, mais avec toutes leurs normes d'hypercharge, là, les Supervoc, les trucs, les constructeurs se concoctent des petites normes électriques dans leur petit coin, dans leur petit précaré, qui fait que si vous utilisez leur chargeur avec un autre appareil, il ne va balancer que 10 watts ou 20 watts, alors que c'est des trucs qui sont à 120 watts avec le téléphone pour lequel ils sont vendus en fait. Oui, mais ça recharge. Ouais, mais c'est un problème quand même. C'est bien pour ça qu'il faut enlever tous les chargeurs des boîtes. Hein ? Unpopular opinion. Non, mais en vrai, ne permettons pas
on ne devrait pas permettre aux constructeurs. Alors, j'entends déjà Apple nous dire « Oh là là, vous allez brider l'innovation ». Innove sur les prix, Apple, et fait-nous pas chier. Mais on devrait interdire aux constructeurs de smartphones de fabriquer les chargeurs. Parce qu'au moins, je sais que quand j'achète un chargeur de Ugreen ou d'une autre marque de chargeur, s'il me promet 45 watts sur son chargeur 60 watts, a priori, je devrais pouvoir les retrouver sur n'importe quel smartphone. Donc, finalement, c'est pas un mal d'enlever les chargeurs des smartphones. Parce que là, on est en train de laisser un certain nombre de constructeurs créer des normes de chargement optimisées qui vont t'obliger à acheter leur propre chargeur, en fait. Donc le problème, c'est pas l'USB-C, non, c'est pas du CAX l'USB-C. Et ce n'est pas, je vais pas vous faire une vidéo Léo Duff, le problème avec l'USB-C. Le problème n'est pas l'USB-C. Le problème, c'est que à travers l'USB-C, on est beaucoup trop laxiste sur les normes de recharge, les normes d'échange de fichiers. On ne s'est toujours pas mis d'accord sur un marquage clair et précis pour le grand public de savoir quel câble il faut acheter. Donc il va falloir normaliser tout ça. Parce que là, on est en train de recréer le bordel, en fait. Donc, oui, je sais, ça fait des années qu'on les a laissés faire, les constructeurs, mais on avait une opportunité, avec ce passage obligatoire à l'USB-C, de dire « Oh, les gars, USB-C physique pour tout le monde, mais attention, voilà le cahier des normes, vous devez l'afficher clairement sur chaque câble, sur chaque chargeur, vous n'avez pas le droit d'inventer des systèmes de charge à la mort moelle-neu 20 fois plus rapide sans que vous puissiez le faire pour tous les smartphones qui existent. Parce que pourquoi le fond du problème, c'est que si vous avez acheté un Oppo une année et que l'année d'après vous avez acheté un Xiaomi, ou les deux ou 3 ans après, parce que vous avez le chargeur Oppo qui va faire plus que du 20 watts, voilà. Donc on voit bien le fond du problème, en fait. On voit bien le fond du problème. Et c'est la même chose, effectivement, Eric Stex, sur les vitesses de transfert de l'USB-C. Sur un USB-C, vous pouvez avoir du Thunderbolt 4, comme vous pouvez avoir des vitesses de transfert très très lentes. Et physiquement, c'est le même câble. Alors, il y a eu des débuts de nomenclature, mais on n'y comprend rien. Là, il faudrait des couleurs, alors peut-être pas des couleurs de câble, mais un marquage très précis. L'unité un marqueur cohérent au niveau de la charge, un marqueur cohérent au niveau de la vitesse de transfert pour chaque câble. Nous, on est à... Est-ce que je peux vous le montrer? Regardez. Hop. Certains l'ont déjà vu, mais je ne l'ai pas montré à tout le monde. Regardez ce que je suis obligé de faire, moi, en ce moment, pour qu'on... Parce que nous, vous imaginez bien qu'on en a des trucs à charger. Eh ben, je suis obligé de faire des petites étiquettes. Je vais vous montrer en grand. Hop. Je suis obligé de faire des petites étiquettes sur chaque câble USB-C qu'on achète maintenant. Là, je sais que c'est un Thunderbolt 4. Voilà, ça, c'est un USB-C Thunderbolt 4. Donc voilà. C'est pour ça que je vous disais, acheter des imprimantes à étiquette, acheter un autofocus aussi. Ça peut aider. Ah. Qu'est-ce que je dois dire à Oleg Jérôme, on les laisse pas faire du tout. Il faut lire l'article de Deiko qui explique la réglementation de l'UE concerne aussi les normes des chargeurs. D'accord. Eh ben, il va falloir des Oleg pour leur taper sur la gueule. Ces fabricants. Il faut une brigade de l'USB-C qui aille punir les constructeurs qui ne respectent pas les normes.
papiers d'origine. Hein, quoi? Ah, ils le disent dans l'article et je l'ai pas lu. Oh, ça va. Ça va, ça va. Bref, il va falloir être vigilant. Normalement, il y a un chiffre 4 sur les connecteurs Thunderbolt 4. Et ben, pas sur celui-là. Je crois pas sur ce câble. Et en plus, non, j'ai pas de chiffre à 4. Mais je voulais celui-ci particulièrement parce que j'aime les câbles courts, très pratiques à amener dans une petite trousse. Tu parles des journalistes de Numérama. De toute façon, je suis pas un journaliste, je me sens absolument pas concerné. Voilà, en tout cas, c'était pour les articles du jour. On va passer tout de suite à la tartine. Avant de passer à la tartine, je vous recommande de devenir contributeur à la chaîne. Hein, ça nous aide bien. On comprend que c'est la fin du mois. Les fins de mois sont toujours difficiles. Donc, je vais arrêter de vous engueuler parce que vous ne contribuez pas. Mais quand même. Et en tout cas, on remercie Seven92 pour son 4e mois d'abonnement. Merci Pierre-Yves pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Orantino pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Fougère40, 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et merci Camembert pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Pepsinou pour ton 12e mois d'abonnement. C'est pas encore de la rage, mais c'est de l'amour, ouais. Et après, j'ai déjà remercié les autres. Merci Félixosaurus pour ton Prime. Un grand merci à toi. Et merci HK Kylian Oaro pour ton Prime. Merci beaucoup les contributeurs. Merci. N'oubliez pas hein, d'ailleurs que si vous avez un Prime Amazon, bah, vous pouvez nous donner sans rien nous donner. Quoi? On peut te donner gratuitement? Oui. Si vous avez un Prime d'Amazon, il suffit de dire quelle est votre chaîne Twitch préférée. Je veux absolument pas influencer votre décision, mais il suffit de déclarer quelle est votre chaîne Twitch préférée et une partie de votre Prime sera attribuée à cette chaîne Twitch. Voilà. C'est Bezos qui régale. Tout à fait. Exactement. Après, vous pouvez choisir une autre chaîne Twitch. Prenez juste votre chaîne Twitch préférée. Celle qui, par exemple, vous amène des news fraîches tous les matins, alors que les autres, ils streament de temps en temps, quoi. Genre. Voilà. Ma Chine préférée, Taïwan. Elle est jolie ta phrase. Très jolie. Allez, sur ce, on va passer tout de suite à la tartine. La tartine, on va parler du fléau du 21e siècle. C'était mieux avant. Les vrais concerts où on pouvait fumer, où la bière collait bien au sol et on ressortait avec un poumon en moins. Ça, c'était la bonne époque. On n'a plus Flonflon, je pense. Il a dû peut-être commencer son émission. Je sais pas s'il est là. C'est con parce qu'il aurait été parfait, là, Flonflon, pour cet article. Noisy, on n'est pas encore à la fin de l'émission, là où tu peux poser des questions pour les iPhones. Et juste quand même, l'iPhone mini, celui qu'on conseille, on a fait des vidéos sur le sujet, sur la chaîne YouTube. Donc tu peux aller voir les guides d'achat. Non, c'est pas grave, hein, Noisy, si tu connais pas. En fait, à la fin, on fait un corn fac. Et le train de la hype est en approche. On fait un corn fac à la fin, et c'est là où vous pouvez poser vos questions. Pas de souci. Pas de souci. Merci Rip35 pour ton Prime, un grand merci. Merci Socren également pour ton Prime. Ah ben j'ai déjà remercié. Non, j'avais pas encore remercié. Merci Socren. Alors, faut-il interdire les smartphones pendant les concerts? Attendez avant de répondre oui. Attendez l'avocat de la défense. Hein, pour l'instant, on va faire l'avocat de la charge. Pas de téléphone, voilà la consigne qu'ont reçu quelques journalistes et influenceurs triés sur le volet pour assister au concert que donnait Beyoncé le 21 janvier dans un complexe hôtelier Atlantis de Royal à Dubaï.
Ils ont même dû déposer leur smartphone dans des pochettes verrouillées pour qu'ils ne soient pas tentés d'enregistrer des bribes de la représentation selon le Guardian. Mais cette mesure de précaution n'a pas empêché plusieurs vidéos pirates de circuler sur les réseaux sociaux de la fin du concert pour le plus grand plaisir des fans de la chanteuse américaine. Et je rajouterais aussi pour le plus grand plaisir de ceux qui adorent le bad buzz, parce qu'un concert de Beyoncé à Dubaï, mine d'or pour le bad buzz. Je n'en dirai pas plus, ce n'est pas notre propos ce matin. Il ne se passe pas un concert ou un festival de musique sans que l'artiste sur scène ne doive se produire devant une nuée de smartphones levés pour le filmer ou le photographier. Certains s'en sont accommodés, ils ont intégré les codes des réseaux sociaux dans la scénographie de leur spectacle. Tandis que d'autres supportent de moins en moins l'intrusion de ces appareils technologiques dans les salles de concert. De nombreux articles et groupes comme Bruno Mars, Alicia Keys, Kendrick Lamar, Guns N' Roses, The Lumineers demandent à leurs fans de préserver la magie des concerts en s'abstenant de sortir leur téléphone quand ils sont sur scène. Cette combinaison de personnes ici et maintenant ne se reproduira plus jamais et nous aimerions nous en souvenir. Alors s'il vous plaît, Beatles, pouvons-nous faire une chanson ensemble sans téléphone, a déclaré Chris Martin, le leader de Coldplay, en juillet 2022, lors d'une représentation à Francfort, en Allemagne. Quelques-uns vont plus loin en interdisant purement et simplement l'utilisation des smartphones durant leurs concerts. Jack White a été un pionnier du genre en s'associant dès 2018 avec la start-up californienne Yondr. Celle-ci a mis au point une pochette en néoprène destinée à recueillir les téléphones des spectateurs à l'entrée du concert. Elles sont ensuite scellées à l'aide d'une sorte d'antivol pour vêtements. Le but, assurer à chacun un concert sans la moindre distraction. Le fondateur de Yondr, Graham Dugoni, a même affirmé dans un entretien au New York Times que ces pochettes aident les gens à vivre à l'ère numérique d'une manière qui n'évite pas tout son sens de leur vie. Loin de la pression des réseaux sociaux, mais les concerts physiques ne se prêtent pas à cette immédiateté numérique. Les artistes en conçoivent des moments privilégiés avec leur public, loin de la pression des réseaux sociaux. En présence des caméras, on se dit « je ne sais pas si je veux essayer ce pas de danse ce soir » ou on a peur de la blague qu'on soit en fait diffusée sur Internet, a confié le chanteur Bruno Mars au Los Angeles Times. De nombreux musiciens d'envergure internationale dénoncent les pressions qu'ils subissent de la part des maisons de disques pour qu'ils produisent du contenu à destination des réseaux sociaux et particulièrement TikTok. C'est un autre problème mais qui en découle. Et ce, même si leur création musicale ne s'adresse pas aux très jeunes utilisateurs de ces plateformes. La chanteuse multiprimée Adele a ainsi déclaré dans un entretien à Apple Music qu'elle ne souhaite absolument pas devenir populaire sur TikTok. Je préfère m'adresser aux gens qui sont à mon niveau en termes de nombre d'années que nous avons passées sur Terre et des choses que nous avons vécues. Je ne veux pas que les enfants de 12 ans écoutent mon album. C'est un peu trop profond. Oh. Bon. Ok. On a eu l'avocat à la charge, là. Les smartphones dans les concerts, c'est pas bien. La seule chose que je trouve vraiment pas ouf, c'est pas les smartphones dans les concerts, c'est plutôt le monde des réseaux sociaux aujourd'hui est tellement à l'affût du moindre bad buzz pour se faire de la notoriété que je peux comprendre ce que dit Bruno Mars quand il dit « j'ose même plus esquisser un nouveau pas de danse ou improviser des choses ». De peur de me retrouver, d'être clippé sur les réseaux sociaux. Voilà, Bruno Mars se casse la gueule en faisant un nouveau pas de danse. C'est marrant. Ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez ce film Le Roi danse. Un film sur Louis XVI, où justement, vous savez que Louis XIV, pardon, Louis XIV dansait beaucoup, le roi Soleil, il faisait des ballets et tout. Et alors, c'est probablement romancé dans le film, mais à un moment, il rate un pas de danse.
Et ça, la danse était un truc super politique dans la cour du roi Soleil. En gros, le roi, par sa capacité à danser, entraînait la cour, devenait le roi Soleil et permettait la construction politique d'une monarchie absolue avec le roi tout en haut, le roi Soleil qui rayonnait sur la France. Ok ? À partir du moment où il a trébuché, il a commencé à avoir des problèmes politiques. Alors, c'est romancé dans le film, mais ça montre bien à quel point les carrières aujourd'hui des artistes se font et se défont selon les bad buzz. Voilà. Juste pour... c'est une réflexion qui me vient. Maintenant, est-ce que moi, en concert, ça me fait chier ça ? Est-ce que ça me fait chier en concert ? Bon, déjà, j'aime pas les concerts, mais imaginons que j'aime les concerts. Est-ce que cette image des concerts me fait chier ? Oui. Oui, c'est vrai. Alors, heureusement, il n'y en a pas un qui a sorti son iPad. C'est vrai, quand quelqu'un... quand j'ai trop de smartphones devant moi, il m'arrive de tapoter sur l'épaule de la personne devant en lui disant « Est-ce que tu peux baisser un petit peu ton smartphone ?» Et là, il m'est déjà arrivé de tomber sur une personne agressive qui dit « Ouais, mais je suis petit !» Bah ouais, mais t'as le bras long, mec. Alors en fait, très honnêtement, ça dépend des salles de concert. Il y a des salles de concert. En fait, moi, c'est pas tant le smartphone qui me gêne, c'est plutôt la luminosité des smartphones, personnellement. Et ça, je vous encourage à un truc. Moi, alors, je vais faire l'avocat de la défense. Je n'ai absolument rien contre de sortir son smartphone lors d'un concert. Le sortir tout le concert, là, mec, t'as juste payé super cher pour voir ton concert à travers un écran de smartphone. T'es juste débile. Mais qui êtes-vous pour juger ? Peut-être qu'il est en train de filmer pour un ami handicapé qui peut pas venir. Peut-être. Non, mais j'en sais rien. Juste, ne jugez pas. Ne jugez pas. Mais quand même, effectivement, filmer tout un concert, c'est quand même beaucoup. Filmer une chanson, pourquoi pas. Prendre quelques photos, pourquoi pas. Mais réduis ta putain de luminosité. Essaye d'être discret. Et si t'es grand, mets pas ton appareil carrément au-dessus de la tête. Déjà, si tu baisses ta luminosité, tu fais moins chier les autres. Alors, ne parlons pas de ceux qui déclenchent leur flash. Hein ? Là, eux, ils méritent d'atroces souffrances. Ils méritent d'atroces souffrances. Et ça m'est arrivé. Oh, Marion, elle avait honte de moi. Elle s'est éloignée de 5 mètres pendant le concert après. Moi, total boomer, je sors mon appareil. Et normalement, mon flash n'est jamais enclenché. Et je ne comprends pas pourquoi mon flash était enclenché à ce moment-là. Oui, on n'a plus la cam. Oh, merde. Ah, Sony. Sony m'a fait une petite panne. Super. Ah, putain, la caméra a trop chauffé. J'essaie de redémarrer. Ah, sinon, je basculerai sur l'autre. C'est bon. Ça va redémarrer, ça arrive. Voilà. Sony, on t'aime de moins en moins. Me fait une surchauffe. Après, pourquoi je dis, c'est pas une... Pourquoi je suis pas là à dire ah, c'était mieux avant, on n'avait pas des smartphones, les concerts étaient mieux. On est juste, on fait les choses différemment. Moi, je peux tout à fait comprendre qu'on veuille garder pour soi, avec son smartphone, une petite séquence j'y étais. Bien sûr que ça sera mal filmé, bien sûr que le son va être dégueulasse dans ton smartphone, bien sûr que ta photo va être floue, mais ces smartphones sont des marqueurs du temps pour nous. Et je trouve que l'interdiction pure et simple des smartphones,
Quitter pour m'interdire ça, de me mettre mon smartphone dans des trucs en néoprène, là, avec des antivols. Désolé, mais ça me donne vraiment pas envie d'aller à ton concert. Voilà. Je fais ce que je veux aussi. Ok, t'es un grand artiste international, machin, etc. Ok, t'es un artiste qui veut partager ton art. Ok, pour toi, un concert, c'est un trip. Oui, je veux mon public live. J'en ai marre de voir des rangées de smartphones. Ok, mais t'es qui, finalement? T'es qui sans moi, le public qui vient de voir? Et moi, le public qui vient de voir, bah, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis en train d'engueuler l'artiste, hein. Je suis pas en train de vous engueuler, vous. Ne vous recroquevillez pas dans votre siège. En vrai, là, ouais, je veux bien respecter les artistes et tout, et leur trip de ouais, je veux un vrai concert avec des humains qui me regardent. Mais mec, je suis l'humain qui te regarde, donc quelque part, je fais ce que je veux. Alors, je fais pas ce que je veux, je vais pas te balancer une bouteille d'eau à la gueule, il y a des interdictions. Mais si j'ai envie de prendre une photo de toi et tout ça, certains vont dire c'est la rançon de la gloire. Là, pour le coup, c'est la rançon du prix que j'ai payé mon putain de billet. Donc je dis pas que c'est la rançon de la gloire. Pour moi, il y a une vraie différence à aller harceler un mec dans la rue, une célébrité, pour prendre une photo de lui, selfie, machin, et une photo de lui dans le concert. Dans le concert, il est en représentation. J'ai payé ma place. J'ai envie de garder un souvenir qui ne soit pas qu'une inscription dans mon compte en banque. Voilà. Et en vrai, voilà, les contributeurs, vous avez le droit, vous avez le droit de faire des clips, des lives. Les non-contributeurs, vous n'avez pas le droit. Voilà. Une nouvelle décision. Mais c'est pas pareil d'acheter le merch officiel ou le ticket. Une photo, une mini vidéo avec votre smartphone, c'est comme l'homme préhistorique qui soufflait autour de sa main pour imprimer sa main. J'étais là. C'est ça que ça veut dire. On s'en fout que la photo soit moche. C'est une manière d'imprimer un moment, en fait. Alors je sais qu'avant on n'avait pas tout ça, est-ce qu'on en était plus malheureux? Non, mais avant plein de choses on n'était pas plus malheureux, mais à ce moment-là c'est un autre débat. Bah aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais moi personnellement, si je sais en avance que dans un concert, je suis obligé de mettre mon smartphone dans une pochette, je refuse d'y aller. Parce que, bah, moi, mon smartphone éteint, même en termes, voilà, moi, mes parents sont âgés. Enfin, je suis pas bien si mon smartphone est complètement éteint. Après, il y a une différence entre mon smartphone éteint et le fait de pouvoir prendre des photos et des vidéos. Moi, je suis quelqu'un, si tu me dis ne prends pas de photos ni de vidéos, je le fais pas. Je fais suffisamment de présentations NDA où on n'a pas le droit de filmer et de prendre des photos, je respecte. Si tu me le dis, je respecte. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui respectent pas ce qu'on leur demande et du coup on est obligé de mettre leur smartphone dans une pochette en néoprène. Moi ce que je dis quand même c'est que si j'ai le choix je vais pas à un concert où on m'interdit mon smartphone complètement. On peut dire quand même que ça devrait être illégal en mariage. Alors clairement, non mais vous avez raison, je faisais juste l'avocat de la défense, hein. Mais je pense qu'il y a des problèmes aussi. Les mariages, tu fais bien d'en parler. Les mariages où maintenant, même le photographe professionnel ne peut plus prendre de photos correctes des mariés, parce que quand la mariée avance dans l'allée, tout le monde sort son smartphone. Et de plus en plus, là, les derniers mariages où je suis allé, on demande aux gens de ne pas utiliser leur smartphone pendant j'allais dire la marche funèbre, la vision du mariage, la marche nuptiale, pardon. On demande aux gens de ne pas utiliser leur smartphone pendant la marche nuptiale, quoi.
Moi, mon mariage, il y aura une marche funèbre. Le couloir de la mort. J'avance dans la vallée de la mort et je n'ai pas peur. Non, mais je comprends. Je faisais... Yves, monte pas sur tes grands chevaux, Yves. Hein, Yves. Je faisais l'avocat de la défense. C'est pour ça que c'est une tartine intéressante. Oui, ça peut être chiant, les smartphones pendant les concerts. J'ai fait l'avocat de la défense parce que je comprends aussi pourquoi les gens ont envie d'utiliser leur smartphone et de prendre un petit moment de leur concert. Mais c'est vous les juges. Je ne suis que 2 avocats. Avec un 9, je suis un brunch parisien. Il n'y a pas de défense. Je faisais l'avocat de l'accusation. Oui, fais ton live, Yves. C'est moi qui tiens le crachoir. C'est moi qui ai le micro. C'est pas vous. Qu'ils arrêtent surtout le temps d'un concert de se servir de leur téléphone. Stop à cette dépendance. Un peu, ça ferait pas de mal. Désolé, mais tu vois, je l'ai lu avec une voix un peu de vieux con. Ça peut faire vieux con, hein, ce genre de réflexion. Je crois qu'il y a aujourd'hui toute une génération. Utiliser son smartphone, c'est un truc tellement naturel. On reviendra pas en arrière. Après, je comprends que toutes les générations n'ont pas vécu ça toute leur vie, donc ils trouvent que c'est une anomalie. Mais là, aujourd'hui, on a des gens qui sont nés avec le smartphone. Et porter un smartphone, pour eux, tu sais, je suis certain qu'il y avait des gens, quand on a inventé les montres au poignet, ou même les montres à goût sec, il y avait des gens qui disaient... Au moins, moi, à mon époque, on portait pas tout le temps une montre. On était, du coup, on faisait attention à l'heure, on écoutait bien le clocher du village et on regardait bien où on était le soleil et on faisait plus attention à l'heure. Maintenant, ces gens qui ont des montres, ils arrivent à la minute près. Du coup, ils sont souvent en retard parce qu'ils partent au dernier moment. On a vraiment perdu quelque chose, quoi. Attention, le retour de Néandertal n'est pas loin. Donc, moi, je fais partie des vieux cons qui sont nés avant le portable. Ça me dérange de moins en moins. Le seul moment où ça me dérange quand quelqu'un sort son portable, c'est si je suis en train de lui parler. Ça, j'avoue que quelqu'un à qui je suis en train de parler, avec qui je parle, et qui regarde son portable en même temps, ça m'agace. Ça m'agace trop longuement. Après un glance, un coup d'œil à son portable, moi aussi je le fais quand je parle avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui a son attention splittée en 2 alors qu'on est en train de parler, ça non, ça passe pas. Mais sinon, non, ça me dérange pas que les gens soient le nez dans leur portable tout le temps. Vraiment, de moins en moins en fait. Et s'il regarde sa montre, justement, j'en avais parlé. Hein. C'est OK si je filme le Live Now Tech avec ton smartphone. Si t'es contributeur, tu as le droit, Jim. Es-tu contributeur, Jim? Il n'y a que les contributeurs qui ont le droit de faire des captures d'écran du live. C'est ma nouvelle règle. Je ne pense pas que cela influence le nombre de spectateurs si le smartphone est interdit. Je sais pas. J'annule ma question, Jim. Voilà, t'as eu ta réponse. Bataille de saucisses pendant le concert. C'est le FOMO, les gens prennent des vidéos en ayant peur de ne plus se souvenir. Au final, sur le million de spectateurs du feu d'artifice du réveillon, aucun ne remettra sa vidéo. Et alors ?
Et alors? Si mentalement, ça lui fait du bien de se dire j'ai marqué ce moment quelque part numériquement dans un fichier que je vais probablement perdre à la prochaine mise à jour. Et alors? Alors attention, Voodoo Cry, vous mélangez tout et vous allez un peu vite en besogne. J'ai dit les contributeurs peuvent enregistrer le live. Par contre, le mettre sur ta chaîne YouTube, là, contributeur ou pas, mais je vais t'envoyer mes avocats en copyright. T'as pas le droit, mec, de mettre ça sur ta chaîne YouTube. En fait, ce que j'essaie juste de vous dire, on peut... merde, on n'aura pas le temps de faire un camp de fac, on est trop long sur ce sujet. C'est pas grave, je vais en faire un mini. Je termine juste. Ce que j'essaie de vous dire, je sais pas ce que j'essaie de vous dire. En fait, non, ce que j'essaie de vous dire, il faut faire attention quand même à pas devenir liberticide parce qu'il y a des comportements, notamment de certaines générations, qu'on comprend mal ou qu'on trouve too much. C'est une dynamique qui existe depuis que l'humanité existe. Plus on vieillit, plus on est dans une certaine nostalgie d'une époque qu'on fantasme, qui n'a pas vraiment existé, mais qu'on pense qu'elle était comme ça. En fait, souvenez-vous de ce qu'on vous reprochait à vous quand vous aviez 20 ans en termes de comportement. Moi, je me souviens quand j'allais à des concerts, que j'avais 20 ans, des gens qui avaient 40 ans quand moi j'en avais 20, disaient ouais, moi les concerts de rock à mon époque c'était quand même quelque chose, c'était tellement mieux. Là vous aujourd'hui avec vos Walkman, vos trucs, vous respectez plus la musique. Nous il fallait qu'on aille au concert, on n'avait pas de quoi enregistrer. Enfin voilà, ce que je veux dire c'est que on a vite fait de faire la morale à des comportements qui n'étaient pas les nôtres quand on avait le même âge. Et qu'on arrive vite à des règles liberticides qui sont dangereuses, contre-productives. Laissons un peu les gens... Je dis pas qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Bien évidemment qu'il faut un minimum de règles dans un concert. Je vais pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi. Et oui, le smartphone peut être vécu comme une gêne. Je sais pas, j'ai pas la réponse au débat, mais je me méfie aussi des jeux jusqu'au boutisme. Et je trouve que mettre son smartphone dans une enveloppe scellée autour du cou, j'ai pas envie d'aller à ces concerts-là. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà. Mais c'est pas pareil, filmer au cinéma, un concert, c'est un moment live. Et justement, ce que disent les artistes, c'est que c'est un moment partagé avec les gens. Et c'est typiquement le genre de moment où t'as envie de sortir ton smartphone pour marquer ce moment, en disant j'y étais. Et je sais, j'ai ce sentiment-là, moi, quand je suis dans certains concerts. Putain, Et oui, moi je filme toujours une chanson quand je suis en concert. Ah ouais, eh ben détestez-moi. Je m'en fous parce que je lance les camps de fac. Jérôme aura tenu 4 semaines avant de revenir à la fin de Mug. Ouais, je suis désolé, je suis un peu en retard. On va vraiment faire 5 minutes de camp de fac. Donc, je le fais surtout pour celui qui avait une question. Est-ce que tu peux la reposer? Je sais plus, c'était entre l'iPhone mini 12 et 13, c'est ça? Demain, je reçois mon Lumix S5 II avec les accessoires de chez IPLN et sur mon conseil. J'espère, Pierriche, que tu as utilisé notre code créateur chez IPLN. Mais je crois que oui, j'en ai vu passer pas mal des codes créateurs. Vous avez été bons. Détestez-moi, mais n'oubliez pas les subs. Exactement. Vous allez adorer me détester en me subant. Quel iPhone mini conseilles-tu? 12, 13 ou 14? Alors, il n'y a pas d'iPhone mini 14. Il y a le 12 ou le 13. Alors,
selon l'occasion que tu peux avoir, le 13 est quand même un peu plus costaud au niveau batterie. Voilà. Donc si tu peux et que tu peux l'avoir à un bon prix, l'iPhone mini 13, mais l'iPhone 12 mini est bien, mais achète-toi, si tu achètes un iPhone, de toute façon, si tu achètes un iPhone mini, achète-toi ça avec. Que ça soit le modèle Apple, Anker ou celui que tu veux, mais une batterie MagSafe que tu pourras coller au dos de ton mini. C'est mon conseil. Question de la plus haute importance, le poil sur la watch Cheddar ou Mozart? Non, c'était un poil à moi. Parce que j'ai des poils extrêmement fins et un peu sombres sur le bras. Et il était posé juste là sur le bord de la montre et j'ai cru que c'était une rayure. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, genre d'achat hyper importantes? Parce que là, je prends vraiment... Il est 35, il va falloir que je coupe. Je prends une dernière question si on a une. Est-ce qu'il y a une dernière question pour l'iPhone normal, le 13, je crois 12 Pro, il est bien aussi. Hein. J'ai tendance à préférer les pros, moi, au 12 ou au 13. Je sais pas si je serais pas plus intéressé par un 12 Pro qu'un 13 normal. À voir, ça dépend ce que tu cherches dedans. Ne connaissant pas ce que tu veux faire de ton smartphone, est extrêmement difficile de donner des réponses précises. Je te conseille d'aller voir nos vidéos guides d'achat. On essaye de répondre à un maximum à vos questions. Après, nous, on n'est pas des vendeurs de chez Apple, on n'est pas payé par Apple, on n'a pas de commission quand on prend du temps pour vous aider dans vos achats, donc je veux pas trop en faire non plus. Hein? Voilà. Le vélo pour Nils, plutôt Go Sport ou Decathlon. Allez, sur ce, je peux pas répondre à toutes les questions ce matin, mais j'essaierai mercredi. Demain matin, c'est Marion qui va vous faire le mug. Jeudi, ça sera Guillaume. Moi, je serai là mercredi et vendredi pour le mug. On a une nouvelle vidéo. Je sais plus quand elles sortent les nouvelles vidéos, mais on a pas mal de vidéos à sortir. Hein. Là, vous avez remarqué, la semaine dernière, on en a sorti 2. Cette semaine, je crois qu'il y en a 2 aussi qui vont sortir. Il y en a une, je sais qu'elle sort mercredi. Ah putain! Ok, Sony est en surchauffe. Je vais l'éteindre. Yep, super Sony. La fiabilité. Sony, on t'aime. Pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Je me suis déconcentré. Ouais, vous devriez peut-être avoir 2 vidéos cette semaine aussi sur la chaîne principale. Sur ce, on va faire un petit raid. Chez qui Un petit raid. Bon, un petit raid chez Flonflon. Hein. Vous lui parlerez des smartphones en concert. Est-ce qu'il est pour ou contre? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Demain matin, c'est Marion. Et je vous dis ciao, ciao.